À moins que vous ne viviez dans une grotte, eh bien vous êtes amené à manipuler votre entourage au jour le jour. Par exemple, si vous avez un enfant, vous avez été amené à essayer de lui faire manger des légumes, et vous avez vu qu'au plus vous essayez d'y faire manger des légumes, au moins il a envie d'en manger. Si vous avez essayé de demander une augmentation à votre boss, vous avez gratté pour avoir une augmentation, vous le suppliez d'avoir une augmentation, eh bien généralement ça a l'effet quasiment inverse, comme s'il résistait de plus en plus à vouloir vous donner cette augmentation. Cet effet où, au plus on essaie de convaincre une personne, au plus elle résiste, c'est bien ce qu'on appelle la réactance. La réactance, c'est la motivation à rétablir sa liberté quand elle a été perdue ou menacée. C'est la motivation à résister à l'influence sociale. Au-delà de l'aspect technique du recadrage, du fait d'essayer de changer les croyances d'autrui, ça pose des questions éthiques. Par exemple, comment le praticien juge-t-il des croyances à recadrer? Selon quelle idéologie, selon quelle base de croyances qui lui sont propres? Dans cette quatrième vidéo d'hypnologie, on va s'intéresser à une technique, une méthode, pour arriver à contourner ce problème éthique et arriver à connecter vraiment à la personne en face, à s'intéresser à pourquoi elle croit ce qu'elle croit en respectant son écosystème, en respectant ses croyances et la façon dont elles lui sont utiles dans sa vie. Commençons par nous intéresser un tout petit peu à ces questions éthiques qu'on a mentionnées. Déjà, une croyance, ça peut avoir un rôle assez important, assez fondamental dans la vie d'une personne, ça peut être un pilier, et menacer l'équilibre de ce pilier, ça peut être assez problématique pour la personne. Imaginez par exemple une personne qui adhère à des croyances religieuses assez fermées, dans un groupe social lui aussi assez restreint, et qu'elle décide, suite à un travail sur elle, que ces croyances, elles lui font pas du bien. Elle a tendance à vouloir quitter ce groupe social, et par exemple se l'aliéner. Cette personne pourrait se retrouver toute seule et avoir des problèmes qui sont encore plus importants que les problèmes pour lesquels elles sont venues vous voir. Ce problème de désocialisation peut être aussi suivi de problèmes de confusion, de perte de repères, de ne plus savoir exactement qui on est, qui peut poser de graves problèmes dans la vie d'une personne. Cet exemple concerne plutôt la personne accompagnée, la personne qui vient pour changer, mais le praticien est tout aussi concerné par l'éthique du changement et puis à quel point il influence la personne qui l'accompagne. Par exemple, un praticien peut essayer de faire passer une certaine idéologie du changement. Est-ce que changer, c'est avoir plus de confort? Est-ce que le changement, c'est sauver son âme? Est-ce que le changement, eh bien, c'est être plus proche d'un moi profond qui serait inhérent à la personne? Tout ça, c'est des questions qui dépendent des croyances du praticien et qui ne concernent pas vraiment la personne qui est accompagnée. Donc ce qu'il nous faudrait dans tout ça, c'est une technique, une façon d'opérer, une façon d'avoir un entretien avec la personne qui lui permette, de façon assez écologique et respectueuse de son environnement, de mettre à jour ses croyances de façon à aller mieux. Ou en tout cas de questionner pourquoi on croit ce qu'on croit. Je vais vous présenter quelques étapes d'une méthode qu'on appelle l'entretien épistémique, et qui commence par un point très simple. Déjà, informer la personne qu'on va discuter de croyances et que potentiellement ces croyances pourraient évoluer. Avant même cette première étape d'informer la personne que ces croyances pourraient évoluer, qu'on va questionner les croyances, déjà il y a un point fondamental. La première étape, ou l'étape 0 même, c'est établir un rapport. On est dans une discussion, on est dans un rapport humain. Établir le rapport, c'est fondamental. Vous intéressez à la personne, qui elle est, pourquoi elle croit ce qu'elle croit. C'est des choses qu'on est habitué à faire en entretien, dans le cadre de l'accompagnement, et il ne faut pas l'oublier, établir un bon rapport humain, c'est fondamental. Puisque la technique s'intéresse aux croyances, il va falloir que la personne formule une croyance, en tout cas la formule en mots. Et on va devoir l'aider à formuler cette croyance en des termes qui sont compréhensibles, en tout cas compréhensibles par nous. Et pour ça, la reformulation, c'est la technique numéro 1, on essaie de reformuler dans des termes qui nous sont propres la croyance de la personne pour voir si elle se reconnaît dans ces termes-là, si on arrive à établir une sorte de compréhension mutuelle de cette croyance-là. En rhétorique, on a cette technique de l'homme de paille qui vise à prendre une idée, prendre la croyance que nous donne l'interlocuteur, et puis lui donner un aspect qui est désavantageux, qui lui permet d'être facilement discrédité. Une version faible de l'argument, faible de la croyance qu'il nous apporte. Ce qu'on va essayer de faire, c'est la technique complètement inverse, la technique de l'homme de fer. On va prendre la croyance que nous donne la personne, et puis on va essayer de la présenter sous un jour qui est la meilleure, déjà de la comprendre, et de lui permettre d'être la plus solide possible, la plus forte possible. Une fois qu'on a fait cette étape où on s'est mis d'accord sur l'idée que la personne a envie de faire évoluer, de comprendre, d'explorer, eh bien, on va pouvoir faire une étape qui est de demander à quel point la personne croit dans cette idée-là, cette idée qu'on a rendue le plus fort possible. Donc généralement, pour avoir cette jauge de crédibilité dans cette idée, on lui demande un score entre 0 et 100%, mais ça peut être n'importe quoi qui vous semble pertinent pour le moment. Est-ce que vous y croyez un peu, beaucoup, énormément? Et comme ça, avoir la personne qui positionne, même de manière sociale,
le niveau de croyance qu'elle a dans cette idée. Cette étape est cruciale puisque la recherche a montré qu'on est d'autant plus à même de mettre à jour nos connaissances, de changer nos croyances, qu'on se rend compte qu'on s'est trompé dans nos prédictions. Quand on prédit quelque chose et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, et on a tendance à chercher pourquoi on s'est trompé, et généralement c'est une croyance qu'on va mettre à jour. Petite parenthèse d'ailleurs, une personne qui croit quelque chose va rarement le présenter comme une croyance, elle va le présenter comme quelque chose de vrai, comme une connaissance. Donc prêtez attention au fait qu'une personne qui adhère à une certaine idée va le présenter comme vrai et comme quelque chose de tout à fait normal. Donc ces premières étapes constituent quelque part l'introduction de la méthode. Il y a établir un bon rapport avec la personne, un rapport humain. Il y a le fait de l'informer que travailler sur une certaine croyance, eh bien potentiellement ça change le degré de certitude qu'on a dans cette croyance. Il y a le fait de l'aider à formuler cette croyance, de constituer ce fameux homme de fer, la meilleure version de cette croyance, l'exprimer le plus clairement possible. Le quatrième point, c'est aider la personne à se situer, à savoir à quel point elle adhère à cette idée-là. Une fois ce travail préparatoire fait, une fois cette introduction mise en œuvre, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un point qui est très simple, qui prend 2 secondes à expliquer, mais qui va prendre le plus gros du temps dans l'entretien. Il s'agit d'identifier quel est le point central qui soutient cette croyance. La question principale, c'est si on retire ce point central, est-ce que la croyance tient toujours debout? Et il faut savoir qu'elle tient toujours debout pour la personne. Parfois, pour nous, si on retire un point central, l'argument s'effondre, la croyance s'effondre, mais pas pour la personne en face. Un exemple classique, c'est par exemple quelqu'un qui croit dans l'homéopathie, et qui nous dit « j'y crois parce que eh bien, il y a des études scientifiques qui le montrent. D'ailleurs, j'ai un article qui montre que c'est efficace. » Et on peut passer des heures à argumenter sur le fait qu'il y a d'autres articles qui montrent l'inverse, que la majorité des articles montrent qu'il n'y a pas d'effet, etc. Mais effectivement, il y a bien un article qui montre de l'effet. Sauf que quand on gratte, quand on accule la personne avec nos arguments, qu'on lui montre qu'effectivement le consensus scientifique n'est pas à cet endroit-là, eh bien la personne fait « non mais finalement en fait c'est pas pour ça que j'y crois ». Et on se rend compte qu'on a discuté longtemps, qu'on s'est énervé, qu'on a pu s'écharper sur un problème qui n'en était pas un, en réalité. En fait, la personne y croit pour d'autres raisons. Elle y croit par exemple parce qu'elle a testé et que la fois où elle a testé, ça a fonctionné. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'elle y croit. Donc pour éviter tous ces moments où on va pouvoir s'énerver, avoir la tension qui monte, savoir est-ce qu'on est en train de débattre d'un point qui est important, qui est un point central à la croyance. La question, c'est si on enlève ce point central, est-ce que la croyance reste? Dans le cas de l'homéopathie, ok, très bien, tu as un article qui a l'air de démontrer l'effet de l'homéopathie, mais en fait, s'il n'y avait pas cet article, est-ce que tu y croirais quand même? Et si la personne nous fait « ah bah oui, bien sûr », eh bien là, on a la certitude que ce n'est pas le point central et on peut aller chercher autre part. Une fois qu'on a le point central, eh bien comme tout à l'heure pour la croyance, on va s'assurer de bien avoir le point central en le reformulant et en se demandant est-ce que la personne se reconnaît dans ce point central? Est-ce qu'on s'est bien rejoint sur la clé de voûte qui soutient la croyance? Une fois qu'on a le point central, il y a 2 méthodes pour arriver à tester est-ce que le point central est plutôt robuste. Le premier, c'est se demander est-ce qu'il est réfutable? Et la question pour demander à la personne s'il est réfutable, c'est comment tu saurais si tu te trompais? Comment tu sais si, en réalité, ce point central, il est faux? Voilà, ce genre de question permet de tester si ce point central est faux. La personne va pouvoir donner des exemples de, eh bien, s'il était faux, voilà ce qui se passerait. S'il était faux, eh bien, il n'y aurait peut-être pas d'études scientifiques. S'il était faux, eh bien, je me tromperais dans la vie de tous les jours, etc., etc. Dans plein de cas, on se rend compte que, eh bien, le point central qui soutient la croyance ne peut pas être falsifié. On ne peut pas se rendre compte que c'est faux. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut être intéressant de demander à la personne, si tu ne peux pas te rendre compte que c'est faux, comment pourrais-tu savoir que c'est vrai? Cette première méthode, tester la réfutabilité de ce qui soutient la croyance, eh bien, ça va permettre à la personne de donner elle-même, évidemment on peut l'accompagner là-dedans, mais de donner elle-même les éléments concrets qui vont lui permettre de vérifier si sa croyance est vraie, fausse, ou s'il y a une zone d'incertitude entre les deux. À partir de là, on n'a pas besoin de pousser la personne, on n'a pas besoin d'essayer de la convaincre, de débattre avec elle, on a juste besoin de la laisser observer ce qui se passe, est-ce que les différents points qu'elle a nommés lui permettent de vérifier si c'est vrai, si c'est faux, ou si en fait ça ne donne aucune information. Pour ça, on peut l'accompagner, on peut lui donner d'autres exemples qui ont une logique similaire et voir si la personne adhère à ces exemples-là ou pas. La deuxième méthode que j'aimerais vous proposer, c'est de tester la solidité argumentative, tester la solidité de la proposition de ce point central sur un point différent, sur un exemple différent. Reprenons l'exemple de l'homéopathie, la personne croit dans l'homéopathie, on va lui demander « ok, mais
l'argument que tu me donnes pour l'homéopathie, si je l'utilise pour quelque chose auquel tu ne crois pas, mettons que la personne ne croit pas à l'lithothérapie par exemple, à l'influence des pierres sur le corps et que ça permet de guérir, eh bien, est-ce que l'argument qui te permet de prouver l'homéopathie, si on utilise le même pour la lithothérapie, est-ce qu'on arrive à la même conclusion? Est-ce qu'en suivant le même raisonnement, on arrive à la conclusion que quelque chose que vous croyez faux est vrai? Évidemment, il faut trouver un exemple qui contraste avec le premier, un exemple que la personne ne croit pas. Si la personne croit à l'homéopathie et à la lithothérapie, ça va très mal fonctionner. Une fois qu'on a illustré le fait que cet argument permet d'arriver à une conclusion vraie dans un cas et fausse dans l'autre, eh bien, on va éviter de confronter la personne, on va éviter de la mettre en difficulté et lui faire « Ah ah, tu as vu, tu t'es trompé !» Non, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que déjà on a bien compris, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur, est-ce que l'exemple n'est pas trop loin? Et on va demander à la personne « Ok, dans ce cas-là, comment est-ce que tu expliques que dans un cas, ton argument tient, dans l'autre cas, il ne tient pas ?» Peut-être qu'on a loupé quelque chose, peut-être que la personne va pouvoir nous répondre là-dessus. Peut-être qu'elle va pouvoir nous dire, ah bah en fait, il est valide dans un cas pour telle raison, et dans l'autre cas, c'est problématique pour telle autre raison. Donc là, on a vu le cœur de la méthode, à la fois cette première étape qui est d'élucider le point central, la clé de voûte qui soutient la croyance, le pourquoi elle croit ce qu'elle croit, et puis ensuite ces deux méthodes, le fait que d'une part on peut tester la réfutabilité de l'argument, de cette idée-là, et puis de l'autre, tester sur un cas similaire, sur un autre exemple, la même logique argumentative, et voir est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas. Dans les deux cas, on va arriver normalement à un moment où la personne va se poser une question, va être un peu dans un débit de parole qui est moins important, déjà elle va plus être en lutte, mais elle va plutôt se dire « Tiens, c'est vrai que c'est bizarre, il y a un truc que je dois comprendre. » Et quand vous voyez ce moment de « il y a quelque chose que je dois élucider », elle n'est pas encore dans le « j'avais tort », elle n'est pas dans le « en fait j'avais raison, mais il y a d'autres raisons qui ne viennent pas à l'esprit qui justifient cette croyance », elle est dans le « il y a quelque chose de bizarre ». Et ça, vous le voyez dans les yeux, vous le voyez dans le non-verbal, il y a quelque chose de « tiens, c'est étonnant ». Une fois qu'il y a ça, vous êtes arrivé à l'étape finale. Juste, laissez la personne réfléchir, laissez-lui du temps. Éventuellement, vous pouvez passer à autre chose et lui laisser le temps dans sa vie de tous les jours de réfléchir à la question, en tout cas de démêler cette question-là. Si c'est à propos, vous pouvez également lui demander de re-questionner sa crédibilité, ou en tout cas son niveau de confiance dans l'affirmation initiale, dans cette croyance initiale qu'elle a apportée. Généralement, ça a baissé. Faites ça vraiment que si vous avez un très bon rapport et si la personne a eu le temps de réfléchir. Si vous l'avez laissé, par exemple, le temps d'une séance pour réfléchir, c'est bien de le faire plus tard, par exemple, à un futur rendez-vous, ou à un moment où on se retrouve. On fait « Tiens, d'ailleurs, la discussion qu'on a eue la dernière fois, cette idée-là, à quel point, en fait, t'y crois, ou à quel point t'as confiance dans cette idée-là ?» Là, ça va permettre de, comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre la personne en face de cette erreur de prédiction, et donc de remettre la machine en marche, de re-questionner les croyances, et puis de mettre à jour ces fameuses croyances. La méthode qu'on a vue, l'entretien épistémique, eh bien, vous voyez comment ça répond à ces questions éthiques fondamentales. On n'est pas dans de la manipulation, on est dans ouvrir un champ de discussion, connecter à la personne, lui poser des questions sur pourquoi elle croit ce qu'elle croit. Et en fait, si ça justifie telle croyance, est-ce que telle autre croyance pourrait être justifiée? Essayez de faire un petit peu le ménage à l'intérieur, voir à quel point ces points, ces clés de voûte qui soutiennent nos croyances sont solides et permettent à la personne d'avancer de manière également solide dans la vie. Ce que je vous propose, c'est de voir comment les éléments que je vous ai apportés aujourd'hui, les techniques de l'entretien épistémique, peuvent être incorporés dans votre façon d'interagir avec les croyances d'autrui, mais aussi les vôtres. Et puis dites-nous en commentaire comment vous utiliserez tout ça. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur les croyances. Je me demande s'il n'y avait pas des granules homéopathiques pour les fausses croyances.